Anne-Claire n'avait jamais pensé que sa vie, soigneusement construite au fil des années, pouvait un jour basculer dans un gouffre de désillusion et de douleur. Pour ses proches, elle incarnait l'image même de la femme accomplie, brillante dans son travail de journaliste culturelle, investie dans ses engagements associatifs, toujours présente pour ses amis, et surtout mariée depuis plus de 15 ans à l'homme qu'elle croyait être son roc, son confident et son grand amour. Leur rencontre jadis avait tout d'un conte moderne. Anne-Claire, alors étudiante en lettres modernes, passait ses soirées dans les bibliothèques parisiennes, travaillant sur les manuscrits oubliés d'auteurs mineurs du XIXe siècle. C'est là qu'elle croisa le chemin de Julien, un jeune avocat en pleine ascension. Ils s'étaient reparlé pour la première fois en feuilletant le même livre, un recueil de poèmes romantiques. Leurs regards s'étaient croisés, et dès cet instant, un fil invisible semblait les avoir liés. Pendant des années, leur relation avait été un modèle de complicité. Julien soutenait les ambitions professionnelles d'Anne-Claire, tandis qu'elle, de son côté, l'accompagnait dans sa carrière d'avocat d'affaires. Ensemble, ils voyageaient, découvraient le monde, partageaient des passions simples. Le théâtre, la gastronomie, les longues promenades dans les rues de Paris. Tout le monde les enviait. Ils semblaient être la preuve vivante qu'un amour solide pouvait résister aux épreuves du temps. Mais derrière cette façade idéale, des fissures invisibles commençaient à se dessiner, à peine perceptibles au départ. Anne-Claire, absorbée par ses projets et ses responsabilités, avait parfois négligé les petits signaux. Une absence prolongée, des coups de téléphone mystérieux, des silences inhabituels. Elle préférait y voir le signe d'un mari accaparé par son travail plutôt que d'affronter une vérité qu'elle redoutait inconsciemment. Tout bascula un soir d'automne. Anne-Claire était rentrée plus tôt que prévu d'une conférence à Lyon. Elle s'attendait à trouver Julien concentré sur ses dossiers, installé dans leur bureau, entouré de piles de documents juridiques. Mais la maison était plongée dans un silence étrange. En entrant dans le salon, elle aperçut son mari assis sur le canapé, le téléphone à la main. Son visage, éclairé par la lumière bleutée de l'écran, reflétait une émotion qu'Anne-Claire ne lui connaissait pas. Une sorte de tendresse mêlée d'excitation. À peine eut-il remarqué sa présence qu'il sursauta, rangea précipitamment l'appareil et tenta de masquer son trouble derrière un sourire forcé. « Tu es rentré plus tôt que prévu », dit-il d'une voix faussement enjouée. Anne-Claire, saisie par une intuition sourde, ne répondit pas. Elle connaissait Julien mieux que personne, ce léger tremblement dans sa voix, ce regard fuyant, tout cela trahissait quelque chose de plus profond. Mais elle se retint d'interroger, de peur de mettre des mots sur une réalité qu'elle pressentait mais refusait encore d'admettre. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension invisible. Julien multipliait les déplacements professionnels, prétextant des réunions tardives, des dossiers urgents à boucler. Anne-Claire, pourtant, ne pouvait s'empêcher de remarquer l'évolution de son comportement. Il passait davantage de temps sur son téléphone, souriait à des messages dont elle ignorait l'origine. Et parfois, en pleine nuit, il se levait discrètement pour téléphoner depuis le couloir. Chaque détail pris isolément pouvait sembler anodin. Mais mis bout à bout, il composait un puzzle inquiétant. Anne-Claire se sentait piégée entre son instinct et son désir de croire encore à l'homme qu'elle avait épousé. Elle se souvenait d'une phrase que lui avait confiée sa mère autrefois: « Quand on commence à douter de la fidélité de l'être aimé, c'est que quelque chose s'est déjà brisé. » Même si l'on n'a pas encore de preuves. Un matin, alors qu'elle rangeait le bureau de Julien, Anne-Claire tomba sur un reçu oublié dans une poche de veste. Une facture d'hôtel datée de la semaine précédente. Ce n'était pas un hôtel ordinaire, un établissement raffiné situé à 2 pas du jardin du Luxembourg, souvent fréquenté par des couples en quête de discrétion. Son cœur se serra. Les mains tremblantes, elle relut plusieurs fois le document, espérant y trouver une erreur, une explication rationnelle. Mais aucune excuse plausible ne s'imposait à son esprit. Julien n'avait aucune raison professionnelle de séjourner dans ce quartier, et encore moins de réserver une chambre dans un tel lieu. Ce fut le premier indice concret, la première fissure irréversible dans l'édifice de leur vie commune. Anne-Claire tenta de se convaincre qu'il pouvait s'agir d'un malentendu, d'un repas d'affaires prolongé, d'une réunion terminée trop tard. Mais au fond d'elle, elle savait. À partir de ce moment, son regard changea. Chaque geste de Julien devenait suspect. Chaque sourire, chaque absence, chaque excuse sonnait comme une dissonance. Elle commença à surveiller ses horaires, à guetter ses messages, à scruter ses réactions. La journaliste aguerrie qu'elle était reprenait le dessus. Habituée à débusquer les incohérences dans les récits qu'elle analysait, elle appliquait désormais cette grille de lecture à son propre mari. Un soir, alors qu'il prenait une douche, elle consulta rapidement son téléphone laissé sans surveillance. Son cœur battait à tout rompre. Dans ses messages, elle trouva une conversation récente avec un numéro qu'elle ne connaissait pas. Des mots tendres, des phrases codées, des rendez-vous soigneusement organisés, et surtout une signature « À demain, ma belle », la réalité la frappa de plein fouet. Julien avait une maîtresse, Anne-Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pendant quelques secondes, elle eut l'impression d'étouffer,
comme si l'air autour d'elle s'était raréfié. Tout ce qu'elle croyait solide et immuable s'effondrait en un instant. La douleur était d'autant plus vive qu'elle ne s'y attendait pas. Elle avait toujours pensé que leur amour, forgé dans la complicité et la confiance, était indestructible. Jamais elle n'aurait imaginé que Julien puisse trahir ce pacte silencieux qu'ils avaient conclu au premier jour. Celui de rester fidèle, non seulement en acte, mais aussi en intention. Elle reposa le téléphone, les larmes brouillant sa vue. À ce moment précis, une multitude de questions l'assaillirent. Qui était cette femme? Depuis combien de temps cette liaison durait-elle? Que lui offrait-elle que, elle, n'était plus capable de donner? Était-ce seulement une passade ou le signe d'un désamour profond? Durant des jours, Anne-Claire vécut dans une sorte de brouillard. Elle continuait d'assurer ses obligations professionnelles, d'apparaître souriante lors de ses interventions publiques, mais à l'intérieur, elle se consumait. La nuit, elle peinait à trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les messages, imaginait son mari dans les bras d'une autre, réinventait des scènes de trahison qui la hantaient. Elle se sentait humiliée, trahie, mais aussi déchirée par un paradoxe cruel. Malgré tout, elle aimait encore Julien. C'est ce conflit intérieur qui la rongeait le plus. Comment concilier l'amour persistant avec la douleur insupportable de la trahison? Comment se regarder dans le miroir sans se sentir diminué, bafoué? Peu à peu, la souffrance fit place à une détermination nouvelle. Anne-Claire décida qu'elle devait affronter la vérité dans toute sa brutalité. Tant qu'elle se contenterait de soupçons et de fragments de preuves, elle resterait prisonnière d'un doute destructeur. Elle engagea un détective privé, un ancien collègue de rédaction reconverti dans les enquêtes personnelles. Ensemble, ils mirent en place une stratégie pour suivre discrètement Julien, retracer ses déplacements, comprendre l'ampleur de sa double vie. C'était un pas décisif, celui d'une femme prête à briser l'illusion pour se confronter au réel, quel qu'il soit. Depuis la découverte des messages compromettants, Anne-Claire vivait dans une sorte de léthargie consciente. Elle se levait chaque matin, accomplissait ses gestes quotidiens, préparait le café, feuilletait distraitement les journaux, s'habillait avec soin, mais son esprit était ailleurs, enfermé dans une spirale de questions sans réponse. La maison, autrefois refuge chaleureux, lui semblait désormais froide et étrangère. Chaque objet devenait un témoin muet de la trahison. Elle ne parvenait pas à regarder Julien sans ressentir une douleur aiguë. Sa voix, ses gestes, même son parfum familier avaient pris un goût amer. Et pourtant, paradoxalement, elle s'attachait à observer le moindre détail, comme pour chercher des preuves supplémentaires de ce qu'elle savait déjà. La souffrance n'était plus seulement émotionnelle, elle devenait physique. Un poids constant dans la poitrine, des migraines récurrentes, une fatigue nerveuse qui la laissait exsangue. Ses amis, inquiets, lui demandaient si tout allait bien, et elle répondait par des sourires évasifs, incapables d'avouer la vérité. La décision d'engager un détective privé fut pour elle à la fois humiliante et nécessaire. Anne-Claire n'était pas de celles qui se résignent facilement. Sa formation de journaliste l'avait habituée à chercher des preuves, à confronter les faits, à ne jamais se contenter d'hypothèses. Mais cette fois, ce n'était pas un article qu'elle écrivait, c'était sa propre vie qu'elle devait éclairer. Elle contacta Marc Delorme, un ancien collègue photographe reconverti dans les filatures. L'homme, la cinquantaine, visage buriné par des années de terrain, avait déjà aidé plusieurs femmes trompées à lever le voile sur les mensonges de leurs conjoints. Quand elle lui exposa sa situation, il la regarda longuement puis hocha la tête. « Tu sais, Anne-Claire, quand on vient me voir, c'est qu'au fond, on connaît déjà la vérité. Mais on a besoin de la voir en face, noir sur blanc, pour pouvoir agir. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Je veux savoir, Marc, tout. Je ne veux plus vivre dans le doute. » Le marché fut conclu. Pendant plusieurs semaines, Marc suivit discrètement Julien, prit des photos, nota ses allées et venues, retraça minutieusement son emploi du temps. Un soir, il la convia dans son bureau, une petite pièce encombrée de dossiers et de matériel photographique. Sur la table, il avait disposé plusieurs clichés. Anne-Claire sentit son cœur se serrer dès qu'elle aperçut la silhouette de Julien. Il était là, en chair et en os sur ces images, mais aux côtés d'une autre femme. Une jeune femme, probablement de 10 ans sa cadette, élégante, rieuse, visiblement éprise. Les photos les montraient, main dans la main, attablée dans un restaurant discret, puis entrant dans un hôtel, celui-là même dont elle avait retrouvé la facture. Sur d'autres clichés, on les voyait marcher dans un parc, échanger des regards complices, s'embrasser furtivement à l'ombre d'un arbre. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marc, conscient de la douleur qu'il infligeait, se contenta de poser une main compatissante sur l'épaule d'Anne-Claire. « Je suis désolé, mais tu devais le voir. » Anne-Claire resta figée, incapable de parler. Les preuves étaient là, irréfutables. Son mari menait une double vie. En quittant le bureau du détective, elle erra longuement dans les rues de Paris. La pluie tombait en fine bruine, mais elle ne cherchait pas à s'abriter. Elle marchait sans but, le cœur en miettes, comme anesthésiée. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, passaient auprès d'elle sans deviner le drame qui se jouait en elle.
Chaque image, chaque geste de Julien avec cette femme se rejouait dans son esprit. Elle imaginait leur conversation, leur rire, leur intimité. L'homme qu'elle croyait sien, avec qui elle avait bâti tant de projets, appartenait désormais aussi à une autre. La jalousie, la colère, la tristesse se mêlaient en un torrent incontrôlable. Elle se surprit même à éprouver de la haine envers elle-même, coupable, pensait-elle, de n'avoir pas su retenir son mari, de n'avoir pas vu venir la trahison. Malgré la vérité désormais connue, Anne-Claire choisit de ne rien révéler à Julien immédiatement. Elle voulait observer, comprendre, analyser encore. Peut-être espérait-elle, au fond, qu'il se confesse de lui-même, qu'il trouve le courage d'avouer. Chaque soir, elle l'attendait à la maison, feignant la normalité. Ils dînaient ensemble, parlaient de banalités, mais l'atmosphère était glaciale. Elle guettait ses moindres réactions, ses silences, ses mensonges. Un soir, alors qu'il prétendait devoir travailler tard au cabinet, elle décida de le suivre. C'était une décision douloureuse mais inévitable. Elle prit sa voiture discrètement et le suivit dans les rues de Paris. Julien ne se rendit pas à son bureau. Il retrouva la jeune femme dans un café du Marais. À travers la vitre embuée, Anne-Claire les observa rire, se toucher, se regarder avec une intensité qu'il n'avait plus envers elle depuis longtemps. Elle sentit les larmes couler, mais resta immobile, témoin impuissant de la scène. De retour chez elle, elle passa la nuit à écrire dans son journal intime. Chaque mot était une décharge émotionnelle, une tentative de mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Elle nota « J'ai vu ce que je redoutais. Julien ne m'appartient plus. Il est ailleurs, tout entier. Son corps, son cœur, son esprit sont tournés vers elle. Je ne sais pas encore comment l'affronter, mais je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. » Cette écriture devint une forme de thérapie, un espace où elle pouvait exprimer sa rage et sa douleur sans retenue. Mais elle savait que tôt ou tard, la confrontation serait inévitable. Dans cette période de tourment, Anne-Claire finit par se confier à sa meilleure amie, Sophie. Elle se connaissait depuis l'université, et Sophie avait toujours été son pilier dans les moments difficiles. En l'écoutant, Sophie posa sa tasse de thé et secoua la tête, révoltée. « Comment peut-il te faire ça? Toi, Anne-Claire, qui a toujours été là pour lui, qui a tout donné pour votre couple. » Anne-Claire, la voix tremblante, répondit « Je ne comprends pas, Sophie. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi risquer de tout détruire? Tu n'as rien à te reprocher. C'est lui qui a choisi la lâcheté, le mensonge. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de désir, d'égoïsme. » Ces paroles lui firent du bien, mais elles ne suffisaient pas à apaiser son cœur blessé. Peu à peu, Anne-Claire se mit à envisager la confrontation. Elle ne voulait plus subir en silence. Elle savait que chaque jour passé dans cette comédie la détruisait un peu plus. Elle commença à préparer ses arguments, à imaginer les scénarios possibles. L'aveu, le déni, la colère. Elle savait que Julien était habile, capable de détourner une discussion, de minimiser les faits. Mais cette fois, elle avait des preuves irréfutables. Elle hésitait encore sur le moment, sur le lieu. Devait-elle l'affronter chez eux, dans l'intimité, ou choisir un espace neutre pour éviter l'explosion? Devait-elle attendre un signe de lui, ou provoquer elle-même la discussion? Ces questions la hantaient nos jours et nuits. Mais une certitude grandissait. L'heure de vérité approchait. Pendant plusieurs jours, Anne-Claire garda le silence. Elle vivait auprès de Julien comme une actrice prisonnière de son propre rôle. Elle souriait, préparait les repas, échangeait des banalités, mais à l'intérieur, une tempête grondait. Chaque geste de son mari lui paraissait faux, chaque parole calculée. Leur conversation sonnait comme une pièce de théâtre mal jouée. Julien, lui, semblait étrangement détendu. Peut-être pensait-il que son secret était bien gardé. Peut-être se sentait-il invincible, certain que sa femme ne découvrirait jamais la vérité. Ou bien, plus cruel encore, avait-il cessé de se soucier de ce qu'elle pourrait penser? Anne-Claire observait, notait mentalement, se préparait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas reculer éternellement. Le moment viendrait où les masques tomberaient. C'était un samedi soir. Ils devinrent dîner ensemble dans leur restaurant préféré, un petit établissement italien où ils avaient fêté leurs anniversaires de mariage. Assise devant le miroir, enfilant sa robe noire classique, Anne-Claire se surprit à sourire tristement. Quelle ironie, pensa-t-elle, aller dans ce lieu symbolique alors que tout est grisé. C'est ce soir-là qu'elle décida, elle l'affronterait. Pas avec des cris, mais avec des preuves, avec cette vérité glaciale qu'il ne pourrait pas nier. Le repas commença dans une atmosphère étrange. Julien parlait de son cabinet, des affaires en cours, des clients exigeants. Anne-Claire l'écoutait à peine, se contentant d'acquiescer de temps en temps. Elle observait ses mains, ses lèvres, et se demandait, avec elle, parle-t-il de la même façon? Utilise-t-il ces mêmes gestes, ce même ton de voix? Au moment du dessert, elle posa calmement sa fourchette. Son regard se planta dans celui de Julien. « J'aimerais qu'on parle sérieusement. » Julien leva les yeux, surpris par le ton solennel. « Bien sûr. De quoi veux-tu parler ?» Elle sortit de son sac une enveloppe. Dedans, les photos prises par le détective. Elle les posa sur la table, sans un mot. Julien pâlit instantanément.
Son visage, d'abord figé, se transforma en une mosaïque de peur, de colère et de honte. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. « Tu sais très bien ce que c'est, Julien, » répondit Anne-Claire, la voix tremblante mais ferme. « Tu pensais vraiment que je ne découvrirais rien ?» Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le cliquetis découvert des autres clients. Julien tenta d'abord le déni. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais devant le regard perçant d'Anne-Claire, il réalisa que toute tentative d'explication futile tomberait à plat. Il baissa la tête, soupira longuement, puis murmura « Oui, c'est vrai, j'ai quelqu'un. » Ces mots, bien que prévisibles, frappèrent Anne-Claire comme un coup de poignard. L'entendre de sa bouche rendait la blessure encore plus profonde. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Quelques mois, répondit-il, hésitant. « Ce n'était pas prévu ?» Anne-Claire éclata d'un rire amer. « Pas prévu ? Tu crois que trahir sa femme, coucher avec une autre, organiser des rendez-vous en cachette, ce n'est qu'un accident de parcours ?» Julien resta silencieux. Son mutisme valait 1000 aveux, le torrent d'émotions. La colère monta en elle comme une vague incontrôlable. Elle parla vite, presque sans respirer. « Tu m'as humilié, Julien. Tu as piétiné 15 années de mariage, de confiance, de sacrifice. Tu m'as menti chaque soir en me regardant dans les yeux. Tu croyais que je ne valais pas la vérité? Que je ne méritais que tes mensonges ?» Julien tenta de répondre. « J'étais perdu, Anne. J'avais besoin de légèreté, de quelque chose de différent, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. »« Légèreté ?» coupa-t-elle, les yeux flamboyants. « Tu appelles ça de la légèreté ? Détruire la vie de quelqu'un, briser un foyer? Tu me parles comme à une étrangère. » Les larmes jaillirent enfin, incontrôlables. Mais Anne-Claire ne détourna pas le regard. Elle voulait qu'il voie sa douleur. Le coup fatal, l'autre femme. La conversation prit un tournant plus cruel encore quand Julien prononça, presque malgré lui, le prénom de l'autre. Elle s'appelle Clara. Anne-Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce simple prénom donnait chair et os à sa rivale. Ce n'était plus une ombre anonyme, mais une personne réelle, vivante et qui partageait son mari. « Clara ?» répéta-t-elle, le mot brûlant ses lèvres. « Donc, elle a un nom, une existence. Et moi, dans tout ça, je suis quoi pour toi désormais? Une habitude? Un poids ?» Julien voulut protester, dire qu'elle comptait encore, qu'elle restait la femme de sa vie. Mais les mots se perdaient, ridicules face à l'évidence des actes. La rupture irréversible, Anne-Claire se leva brusquement. « C'est fini, Julien, tu m'as trahi de la pire façon, je ne veux plus de tes excuses, tu as fait ton choix, et moi je fais le mien. » Sa voix résonna dans le restaurant. Quelques clients s'étaient arrêtés de manger, observant la scène avec une curiosité mêlée de malaise. Julien, blême, murmura « Ne dis pas ça, on peut arranger les choses. » Mais elle n'écoutait déjà plus. Elle ramassa ses affaires, sortit du restaurant, laissant derrière elle l'homme qui avait été son époux, son complice, son amour, mais qui désormais n'était plus qu'un étranger. Dehors, l'air glacial de la nuit la gifla. Elle marcha longtemps, incapable de rentrer chez elle. Son téléphone vibrait. Julien tentait de l'appeler, d'envoyer des messages. Elle ne répondit pas. Arrivée au bord de la Seine, elle s'assit sur un banc. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau noire. Elle éclata en sanglots, secouée par une douleur qu'elle n'avait jamais connue. Après la confrontation, Anne-Claire retourna seule dans la maison qu'elle avait partagée pendant des années avec Julien. L'espace, autrefois rempli de rires, de confidences et de projets, lui paraissait désormais lugubre. Chaque pièce était imprégnée de souvenirs douloureux. La cuisine où ils avaient préparé leur repas complice, le salon où ils regardaient quand des films enlacés, la chambre qui avait été leur refuge et qui devenait soudain le théâtre d'une trahison invisible. Le silence était assourdissant. Pas le silence apaisant d'une soirée tranquille, mais celui, pesant, d'une absence définitive. Elle errait dans la maison comme une étrangère, touchant distraitement les objets, se demandant comment tout avait pu s'effondrer si vite. Dans les semaines qui suivirent, Anne-Claire s'enferma dans un isolement volontaire. Elle évitait ses amis, refusait les invitations, fuyait les regards compatissants. Elle ne voulait pas de pitié, pas de conseils. Elle voulait seulement du temps pour comprendre, pour digérer, pour survivre. Ces nuits étaient les plus cruelles. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Julien avec l'autre, riait à ses éclats de voix, revivait la scène du restaurant. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant à tout rompre, trempé de sueur froide. Julien, de son côté, tenta plusieurs fois de la joindre. Il appelait, envoyait des messages, parfois venait jusqu'à la porte de la maison. Anne-Claire, figée dans sa douleur, refusait de lui ouvrir. Elle lisait ses SMS sans répondre. « Pardonne-moi, je ne voulais pas te faire de mal, donne-moi une chance de réparer. » Mais à quoi bon? Les preuves étaient là, irréfutables, et surtout, le mal était fait. On ne recolle pas les morceaux d'un cœur brisé avec des mots vides. Un soir, il la supplia par téléphone. « Anne, je t'en prie, ce n'était qu'une erreur, une faiblesse, je veux te reconquérir. » Elle resta silencieuse, puis répondit d'une voix glaciale. « Une erreur, Julien, c'est un mot de travers, un oubli.
Toi, tu as choisi de trahir encore et encore, ce n'est pas une erreur, c'est une décision. Et moi je décide de ne plus te croire. Elle raccrocha, tremblante mais déterminée, le corps qui parle. La douleur émotionnelle se transforma en douleur physique. Anne-Claire perdit du poids, mangeait à peine. Ses collègues, inquiets, remarquaient ses traits tirés, son regard absent. Elle travaillait mécaniquement, incapable de retrouver sa passion habituelle. Le médecin qu'elle consulta parla de dépression réactionnelle. Il lui prescrivit des anxiolytiques, mais Anne-Claire hésita. Elle ne voulait pas s'anesthésier, elle voulait sentir, même si cela signifiait souffrir. Car dans sa souffrance, il y avait encore une forme de vie, la reconstruction fragile. Peu à peu pourtant, une lueur nouvelle apparut. Sophie, son amie fidèle, refusa de la laisser sombrer. Elle venait la voir, l'entraînait à marcher, à sortir de sa bulle. Tu ne peux pas laisser sa trahison détruire tout ce que tu es, Anne. Tu vaux tellement plus que ça. Ces paroles, répétées inlassablement, finirent par pénétrer les défenses d'Anne-Claire. Elle commença à écrire à nouveau, non plus des articles, mais des récits personnels. Elle couchait sur le papier son chagrin, ses colères, ses souvenirs heureux devenus douloureux. L'écriture devint une catharsis. Elle s'inscrivit aussi à un atelier de théâtre amateur sur l'insistance de Sophie. Sur scène, elle découvrit une manière de transformer sa douleur en art. Jouer des rôles lui permettait de sortir de sa propre peau, de respirer autrement. Mais malgré ses tentatives de renaissance, le fantôme de l'autre femme restait omniprésent. Clara. Ce prénom résonnait comme une blessure ouverte. Qui était-elle vraiment ? Que représentait-elle pour Julien ? Était-elle consciente qu'elle avait détruit un mariage ? Anne-Claire rêvait parfois d'elle, inventait son visage, son histoire. Elle oscillait entre haine et curiosité malsaine. Elle savait que ce n'était pas seulement Clara la coupable, Julien avait fait son choix, mais la présence de cette rivale invisible l'obsédait. Au fil des mois, Anne-Claire comprit qu'elle vivait un véritable deuil. Le deuil d'un amour qu'elle croyait éternel. Le deuil d'une vie partagée, d'un futur imaginé à deux. Elle passa par toutes les étapes. Le déni, la colère, la tristesse, puis, lentement, l'acceptation. Un soir, en rangeant des photos de vacances, elle tomba sur un cliché où elle et Julien souriaient sur une plage italienne. Elle sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était plus seulement de la douleur. C'était aussi une forme de gratitude pour ce qu'ils avaient dû vécu. Tout n'a pas été faux, pensa-t-elle, mais c'est fini. Anne-Claire n'était pas encore totalement reconstruite. Les cicatrices restaient vives, et certains jours, la tristesse revenait comme une vague inattendue. Mais elle avançait, pas à pas. Elle découvrait qu'on pouvait survivre à une trahison, qu'on pouvait renaître autrement, même si ce n'était jamais sans perte. Elle décida de vendre la maison où tout lui rappelait Julien. Elle s'installa dans un petit appartement lumineux où chaque objet, chaque meuble, chaque espace serait choisi par elle seule. C'était un acte symbolique, une manière de reprendre possession de sa vie. Un soir d'été, assise sur son balcon, elle regardait le soleil se coucher. Elle respira profondément, sentant pour la première fois depuis longtemps une forme de paix. Julien avait disparu de son quotidien. Clara n'était plus qu'une ombre lointaine. Ce qui restait, c'était elle, Anne-Claire, une femme meurtrie mais debout. Elle murmura à voix basse, comme pour sceller un pacte avec elle-même, « Je ne serai plus jamais la même, mais je serai encore. » Et dans ce silence, elle trouva enfin une force nouvelle. L'histoire d'Anne-Claire s'achève sur une note à la fois tragique et lumineuse. Elle a connu l'effondrement, la trahison, la douleur insoutenable d'un amour brisé. Mais à travers les larmes, les nuits sans sommeil et les souvenirs déchirants, elle a trouvé une force insoupçonnée. La vie lui a arraché ses certitudes, mais elle a appris qu'au-delà des blessures, il existe toujours la possibilité de se reconstruire, de renaître, d'écrire un nouveau chapitre. La fin de son mariage fut le début d'un autre voyage. Celui d'une femme qui, malgré les cendres et le silence, choisit de rester debout. Et même si le passé ne s'efface jamais, Anne-Claire a compris qu'il ne devait plus la définir. Elle a fermé la porte de la douleur pour entr'ouvrir celle d'un futur incertain, mais sien. Merci d'avoir suivi ce récit bouleversant jusqu'au bout. Si vous avez été touché par l'histoire d'Anne-Claire, si vous souhaitez découvrir d'autres récits de vie, d'autres vérités cachées derrière les sourires et les apparences, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun nouvel épisode, aucune analyse, aucune histoire capable de faire vibrer votre cœur et de nourrir votre réflexion. N'oubliez pas de liker et de partager pour que ces récits trouvent un écho auprès de tous ceux qui, un jour, ont connu la douleur, mais aussi la résilience. Car au fond, chaque histoire est un miroir tendu à nos propres vies, et ensemble, nous pouvons les regarder en face.